Assistance respiratoire et pneumopathie à SARS-CoV-2. Le plan qu'on va suivre pour répondre à cette question, donc on va rappeler la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë, physiopathologie de l'insuffisance respiratoire aiguë et des particularités physiopathologiques des pneumopathies à SARS-CoV-2, rappeler les différentes modalités d'assistance respiratoire qui permettent d'apporter de l'oxygène à ces malades, avant de détailler la réanimation respiratoire des patients à pneumopathie à Covid-19 pour conclure avec une conduite à tenir pratique. L'insuffisance respiratoire aiguë définie comme une incapacité de l'appareil respiratoire à apporter une quantité d'oxygène nécessaire à l'organisme et ou une incapacité à éliminer le gaz carbonique dans les conditions métaboliques habituelles. C'est une condition qui peut mettre en jeu le pronostic vital et qui peut survenir chez un sujet sain comme chez un sujet avec une insuffisance respiratoire chronique. L'insuffisance respiratoire aiguë, quand l'installation de processus se fait d'une façon aiguë, et quand c'est installé sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, est dite une insuffisance respiratoire chronique. Donc, sur le plan physiopathologique, on distingue 4 types d'insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire de type 1 est dite une insuffisance respiratoire hypoxémique et définie par une pression artérielle en oxygène inférieure à 60 mm de mercure. L'insuffisance respiratoire de type 2, dite une insuffisance respiratoire hypercapnique ou bien une insuffisance ventilatoire, est liée essentiellement à un défaut d'élimination du CO2 et définie par une pression artérielle en CO2 supérieure à 50 mm de mercure. Le type 3, c'est une insuffisance respiratoire post-opératoire représentée essentiellement par les complications respiratoires post-opératoires. Le type 4, c'est une insuffisance respiratoire qui est secondaire à un état de choc. Sur le plan étiologique, l'insuffisance respiratoire est due à plusieurs étiologies. Quand il est hypoxémique, on retrouve comme étiologie le syndrome de détresse respiratoire aiguë, l'embolie pulmonaire, les infections pulmonaires, qu'elles soient bactériennes, virales ou bien fongiques, les épanchements pleuraux, l'inhalation ou bien l'HTAP. Quand on sait que au cours des infections respiratoires à Covid-19, la prévalence de la pathologie thromboembolique et l'état d'hypercoagulabilité est très fréquent, que les malades font beaucoup d'épanchements pleuraux, on sait très bien comment ces malades vont devenir par la suite des malades hypoxiques. Le type 2, dite insuffisance respiratoire hypercapnique, peut être due à une augmentation du travail respiratoire, mais des pathologies neurologiques, ou bien un problème de contrôle de la commande respiratoire, ou bien à une augmentation de la production du CO2 liée essentiellement à un état hypermétabolique. Sur le plan physiopathologique, l'insuffisance respiratoire de type 2, dite hypercapnique, est liée essentiellement à une défaillance de la pompe ventilatoire responsable d'une ventilation alvéolaire inadéquate avec une accumulation du CO2 et donc par conséquence une augmentation de la pression artérielle en CO2. Le type 1, l'insuffisance respiratoire hypoxémique, est liée à plusieurs mécanismes physiopathologiques, notamment altération des rapports ventilation-perfusion, des chaînes intrapulmonaires, une hypoventilation alvéolaire, une baisse de la perfusion-diffusion rencontrée essentiellement chez les patients sérotiques, une diminution de l'index cardiaque par chute de l'oxygénation du sang veineux mêlé. Concernant la pneumopathie à Covid-19, le point de départ, c'est une inflammation subpleurale qui est responsable d'une augmentation de la perméabilité vasculaire et d'un œdème interstitiel, dont la conséquence est une vasoplégie avec une altération de la réactivité vasculaire régionale responsable d'une apparition d'un shunt qui va augmenter par la suite et il y aura comme conséquence une hypoxémie, d'où la réactivité de l'organisme en augmentant le volume courant et la fréquence respiratoire responsable de l'apparition de ce qu'on appelle les lésions pulmonaires induites par le patient lui-même. On distingue deux phénotypes d'atteinte pulmonaire.
Le type H dit un type SDR-alike et le type L. Le type H, c'est des malades avec une élastance élevée, avec des chaînes droit-gauche qui sont élevées, avec un poids pulmonaire qui sont élevés, mais également avec un pouvoir de recrutement alvéolaire très important. Et ce type d'atteinte est ventilé comme des SDRA classiques. Le type L, c'est quand la compliance du patient est correcte, quand il y a des rapports de ventilation-perfusion qui sont bas, avec un faible poids pulmonaire et sans pouvoir de recrutement alvéolaire. Est-ce que le type AL peut évoluer éventuellement vers un type H? Oui. Donc, car l'infection virale est responsable d'un œdème interstitiel, surtout au niveau des zones à élastance différente, associée à une vasoplégie plus une hypoxie. Donc, l'organisme réagit en augmentant sa ventilation minute, en augmentant le volume courant, associé à une augmentation de la pression inspiratoire intrathoracique. Et à ce stade-là, les malades sont hypoxiques, mais non dyspnéiques. L'ensemble de ces éléments est responsable de l'apparition des lésions pulmonaires induites par le patient lui-même, qui vont aggraver l'œdème au niveau de ces zones à élastance différentes, augmenter le poids du parenchyme pulmonaire et faire apparaître des atelectasies dont la surface va augmenter par la suite. À ce stade, les malades sont dyspnéiques et leurs lésions induites par le patient lui-même vont s'aggraver. Premier traitement de ces pneumopathies à SARS-CoV-2, c'est l'oxygénation, c'est le fait d'apporter de l'oxygène. Comment on peut apporter cet oxygène? C'est soit avec une assistance ventilatoire, soit on apporte de l'oxygène pur, sans assistance ventilatoire, ou bien on peut assurer une oxygénation extracorporelle de ces malades, essentiellement par l'ECMO. Donc, quelles sont les modalités d'oxygénothérapie sans assistance ventilatoire? On retrouve l'oxygénothérapie conventionnelle assurée essentiellement par soit des lunettes d'oxygène, soit un masque à oxygène, soit un masque à Venturi, ou bien un masque à haute concentration. Donc, l'apport d'oxygène en fonction de l'interface utilisée va dépendre essentiellement de la capacité du réservoir ainsi que du débit d'oxygène utilisé. Par exemple, quand on utilise des lunettes d'oxygène, avec un débit de 1 litre par minute, on est à une FiO2 entre 21 et 24%. Quand on passe à un débit de 6 litres, on est à une FiO2 à 40 à 44%. Avec un masque facial simple, avec un débit entre 6 et 10 litres, on est à une FiO2 entre 40 et 60%. Quand on utilise un masque à haute concentration, la FiO2 varie entre 35 et 80% et 40 à 100% avec un débit de 8 à 10 litres selon que ce masque permet une réinhalation ou pas. La différence entre les deux masques, c'est qu'un masque à haute concentration sans possibilité de réinhalation utilise une valve à sens unique où l'oxygène est livré soit au masque où le malade expire et au réservoir. Et là, le malade, quand il va expirer à travers des valves au niveau du masque facial. Et l'inspiration va être faite sur un mélange, sur un gaz où il y a 100% d'oxygène. Le masque qui permet une réinhalation, le malade peut expirer à travers les valves du masque facial, mais également il peut expirer au niveau du réservoir, ce qui va réduire la FiO2 inspirée par les cycles qui vont suivre. Concernant le masque à Venturi, c'est un masque facial qui est associé à l'utilisation d'une valve venturée dont l'objectif est d'augmenter la FiO2 qui peut varier de 24% à 50% et qui dépend essentiellement du débit de gaz utilisé, mais essentiellement de la qualité et du type de la valve venturée utilisée. Deuxième modalité d'assistance, d'apport d'oxygène sans assistance ventilatoire, c'est l'oxygénothérapie nasale humidifiée et réchauffée à haut débit. Elle a été utilisée avant ces circonstances et cette pandémie pour l'insuffisance respiratoire hypercapnique.
et son utilisation n'était pas trop fréquente au cours de l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Donc, l'oxygénothérapie à haut débit permet une fraction inspirée d'oxygène élevée. Elle diminue la fréquence, le travail respiratoire et la perte CO2 et permet d'avoir un effet PEP en augmentant la pression au niveau des voies aériennes supérieures et en augmentant le débit expiratoire de pointe qui sont en corrélation avec le débit des gaz. L'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit permet de réduire l'espace mort et ceci est dû à plusieurs facteurs. C'est que le débit de gaz utilisé dépasse de très loin le débit inspiratoire de pointe. Il y a toujours un rinçage, balayage de la cavité rhinopharyngée et le réservoir de gaz frais est toujours renouvelé, ainsi que le fait que les réinhalations de CO2 sont minimes avec le débit d'oxygène utilisé. Attention à l'utilisation de l'oxygénothérapie à haut débit au cours de l'insuffisance respiratoire hypoxémique grave, car l'effet PEP n'est pas toujours garanti. Deuxième modalité d'oxygénothérapie, c'est l'oxygénothérapie avec une assistance ventilatoire. Elle est assurée essentiellement par la ventilation non invasive. Donc c'est un support ventilatoire sans intubation grâce à l'utilisation d'une pression continue positive au niveau des voies aériennes ou bien l'utilisation d'une PEP. Cette VNI assure une correction de l'hypoventilation, réduit le travail respiratoire et permet de corriger l'hypoxémie. Les indications de la ventilation non invasive, elles sont multiples, mais peuvent être utilisées également chez des malades avec une insuffisance respiratoire aiguë qu'on n'aimerait pas intuber, en l'occurrence chez ces malades qui sont à Covid-19. On retrouve également parmi ces indications la pneumonie et ces modalités de ventilation non invasive peuvent être multiples, soit utiliser un CPAP ou bien utiliser une aide inspiratoire. Il y a plusieurs interfaces pour assurer la ventilation non invasive qui vont dépendre de leur disponibilité, mais également des habitudes du service. Au service et au cours de cette pandémie, on utilise les masques helmet. Ils permettent d'utiliser un meilleur confort chez le patient avec moins de résistance au débit et sont contre-indiqués en cas de claustrophobie ou de tétraplégie. Ces masques peuvent être utilisés pour une durée plus longue par rapport aux masques conventionnels. À côté de la ventilation non invasive, on retrouve la ventilation artificielle invasive et il permet d'assurer une assistance ventilatoire à travers une sonde d'intubation et les modalités de la ventilation sont assurées en fonction des principes de la ventilation protectrice. Qu'en est-il de la réanimation respiratoire des patients avec une pneumopathie Covid-19? Cette réanimation s'adapte en fonction des étapes de l'évolution du patient. Avant son intubation, l'objectif est d'assurer un échange d'oxygène et de CO2 adéquat et d'éviter au maximum les lésions pulmonaires induites par le patient lui-même et se base sur un apport d'oxygène soit par une VNI ou bien CPAP ou bien soit par une oxygénothérapie à haut débit et surtout par la position en décubus ventral chez les malades. Donc l'objectif c'est d'assurer l'oxygénation mais également de réduire les lésions induites par le patient. Au cours de l'intubation, au cours de la ventilation mécanique, il faut réduire le stress pulmonaire, réduire les lésions induites par la ventilation mécanique, assurer un échange gazeux adéquat, réduire la consommation d'oxygène et considérer l'extraction et l'échange extracorporel d'oxygène en cas de non-amélioration. Dès que les malades intubés, en fonction de leur compliance, on va définir le type H qui va être ventilé comme un SDRA-like et comme un type L, donc la ventilation va être plus libérale, c'est-à-dire avec des volumes courants plus élevés, mais avec des PEP plus faibles. Et dès que le malade se réveille, c'est essentiellement le sévrage respiratoire qui va être adapté en fonction des habitudes du service.
Sur le plan pratique, ce qui est recommandé, c'est d'apporter de l'oxygène pour avoir une saturation pulsée entre 90 et 94. Cet objectif va être revu en fonction de l'évolution du patient et les modalités d'assistance ventilatoire vont être adaptées à l'évolution et aux objectifs du patient. Ainsi, l'intubation et la ventilation mécanique sont indiqués dès que le malade ne s'améliore pas ou bien avec une augmentation du travail respiratoire et le malade sera ventilé avec un volume courant entre 8 ml par kilo du poids idéal, une PEP à 8 cm d'eau, tout en assurant un monitorage de la pression motrice et également rechercher les autres défaillances d'organes. Donc, une fois intubé, les objectifs de la réanimation respiratoire, c'est une saturation entre 90 et 94, une PaO2 supérieure à 60 mm de mercure, avec une paire CO2 inférieure à 60 et un pH supérieur à 7,3, avec une pression plateau inférieure ou égale à 28 cm d'eau, un delta P qui est inférieur à 15 cm d'eau, avec une FiO2 inférieure ou égale à 40%. Donc, une fois que le malade est ventilé avec une curisation éventuellement pour optimiser au maximum la ventilation, donc les modalités de ventilation varient en fonction de la compliance pulmonaire. C'est-à-dire ici on a un type H ou bien un type L. Et si le malade ne s'améliore pas au bout de 6 heures, qu'on a une hypoxémie réfractaire, aux manœuvres de recrutement alvéolaire et en décubitus ventral, l'indication de l'ECMO doit être considérée. Qu'en est-il de notre prise en charge de service? Et les critères d'admission d'un patient Covid-19 confirmé ou suspect sont essentiellement les troubles neurologiques, une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, une saturation pulsée inférieure à 92 sous 4 litres d'oxygène, une fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute. Une fois le malade à ces critères, il est admis en réanimation. Et en réanimation, les indications d'intubation immédiate sont essentiellement les troubles neurologiques et quand il y a une indication autre que respiratoire. Et là, l'induction se fait en séquence rapide et la ventilation se fait avec les principes de ventilation protectrice et manœuvres de recrutement alvéolaire. Pour des objectifs de saturation pulsée entre 92 et 94, une pression plateau inférieure à 28 cm d'eau avec une PaO2 supérieure à 60 mm de mercure sans acidose et une FiO2 inférieure et égale à 50% tout en assurant une surveillance par une gazométrie. Donc les autres thérapies qu'on peut proposer au service, c'est le décubitus ventral et la curisation continue pendant 48 heures avant de commencer un sévrage respiratoire dès que l'état du patient s'améliore. Plusieurs cas de figure se posent devant un malade admis pour suspicion ou confirmation d'une pneumopathie à Covid-19 qui dépendent essentiellement de l'état clinique, des antécédents, mais également la respiration du patient. Donc, premier cas, quand la saturation pulsée est inférieure ou égale à 90%, on distingue deux cas de figure. Quand la fréquence respiratoire est supérieure à 30 cycles par minute, avec des signes de lutte, là c'est un malade qui fournit un travail respiratoire très important et on propose de mettre le malade sous ventilation non invasive, c'est-à-dire on apporte de l'oxygène avec une assistance ventilatoire à travers une CPAP, une aide inspiratoire ou bien un BiPAP, et ceci pour avoir des objectifs de saturation entre 92 et une fréquence respiratoire inférieure à 26 cycles par minute. Le deuxième cas de figure, quand la saturation est inférieure ou égale à 90%, avec une fréquence respiratoire inférieure à 30 cycles par minute, sans signe de lutte, là on se dit que c'est un malade hypoxique. On propose de mettre le malade sous masque à haute concentration avec des inspirations profondes. Si le malade ne s'améliore pas ou qu'il s'aggrave, on propose de mettre le malade sous oxygénothérapie à haut débit en décubitus ventral. Et si le malade s'améliore,
c'est le masque à haute concentration. Par la suite, le sévrage d'oxygène par le passage de masque simple, puis lunettes d'oxygène, tout en réduisant le débit d'oxygène. En cas d'aggravation, de non-amélioration, on propose une oxygénothérapie en décubitus ventral, soit une oxygénothérapie conventionnelle par des lunettes, par masque simple ou bien par masque à haute concentration, ou bien à travers une oxygénothérapie à haut débit. Si le malade s'améliore, on passe au sévrage de l'oxygène. Si le malade ne s'améliore pas, on propose de mettre le malade sur ventilation non invasive en décubitus dorsal. Et si le malade ne s'améliore pas, on propose de mettre le malade sur VNI en décubitus ventral, tout en optimisant au maximum les paramètres de notre ventilation non invasive. On intube le malade dès apparition de troubles neurologiques ou bien d'épuisement respiratoire. Ça, c'est le premier cas de figure quand la saturation est inférieure à 90%. Le deuxième cas de figure, quand on a une saturation pulsée qui est supérieure à 90% avec polypnie et des signes de lutte sans indication d'intubation immédiate. Ce qu'on propose aux patients, c'est une ventilation non invasive en décubitus dorsal pour arriver à des objectifs de saturation pulsée supérieure à 92 et une fréquence respiratoire à 25 cycles par minute avec la FiO2 la plus basse et une aide inspiratoire qui sera faible. Si ces objectifs sont atteints, on passe au sévrage respiratoire, c'est-à-dire masque à haute concentration, puis un masque simple, puis des lunettes d'oxygène. Si le malade ne s'améliore pas, on optimise au maximum nos paramètres de ventilation non invasifs. Et si le malade ne s'améliore pas, on propose de mettre le malade sur VNI en décubitus ventral 4 à 8 heures par jour. En cas de non-amélioration, on met le malade en VNI avec un masque helmet en continu pour espérer d'avoir nos objectifs de saturation entre 92 et une fréquence respiratoire inférieure à 25 cm à 25 cycles par minute. L'intubation n'est indiquée qu'en cas de troubles neurologiques ou d'épuisement respiratoire. À côté de la prise en charge respiratoire, on propose de traiter la surinfection bactérienne, d'initier le malade à faire une spirométrie incitative pour assurer un recrutement alvéolaire. Et cette spirométrie se fait en décubitus dorsal comme en décubitus ventral, assurer une anticoagulation à dose curative vu la fréquence de la maladie thromboembolique et mettre les malades sous corticothérapie pendant 10 jours. Donc pour conclure, la pneumopathie Covid-19, c'est une pathologie grave avec un retentissement respiratoire. La réanimation respiratoire se base sur une évaluation clinique et la disponibilité des interfaces concernant essentiellement la ventilation non invasive, et une surveillance doit être instaurée par des moyens cliniques et biologiques afin de guetter l'orage cytokinique et une éventuelle aggravation, surtout les marqueurs inflammatoires et infectieux. Il faut une évaluation continue, surtout de l'état respiratoire sous assistance respiratoire. Il faut faire attention aux complications thromboemboliques qui sont fréquentes au cours de la pneumopathie à Covid-19 et il faut toujours guetter les effets indésirables de l'oxygénothérapie chez ces malades car ils sont mis sous oxygénothérapie pendant une longue durée. Merci.